Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée au réseau. La première où on va un petit peu faire quelque chose de pratique, à savoir créer une connexion, créer un serveur et pouvoir s'y connecter dessus. Alors, plusieurs choses à savoir, c'est que depuis la version 5.1 de Unity, on a une nouvelle version du réseau. Plus exactement, on a une surcouche qui est là pour nous simplifier la vie. Donc dans un premier temps, on va apprendre à utiliser cette surcouche. Alors on va commencer directement puisqu'il y a pas mal de choses à voir. La première, c'est qu'on va créer un manager, c'est-à-dire un network manager. Plus exactement, c'est quelque chose qui va nous permettre de facilement gérer un réseau. Donc on va créer un objet vide puisqu'un network manager n'a pas de représentation graphique. Oui, merci Avast. Et on va l'appeler manager. À ce manager, on va lui attacher un composant, le network manager. Alors, il y a plusieurs informations dessus, mais je ne peux pas vous donner la signification de toutes, pour la simple et bonne raison que la documentation d'Unity n'explique pas tout. Donc, je suppose qu'il y a certaines informations qui demandent en fait des connaissances externes à Unity. Et bon, du coup, ça nous handicape un petit peu. Mais bon, on va voir un petit peu l'ensemble. Don't Destroy Unload, c'est pendant les chargements de scène, vous pouvez avoir envie d'avoir des comportements spécifiques suivant les scènes par rapport au réseau. Et dans ce cas-là, il est important que votre network ne soit pas, votre network manager ne soit pas détruit entre chaque changement de scène. Donc dans ce cas-là, on coche cette case-là. One in background, ça veut dire, ben voilà, ce que le petit curseur montre, à savoir c'est si on met le focus en dehors de Unity, ou si on réduit Unity, ou si le jeu est réduit par le joueur. Est-ce qu'on continue à faire tourner le programme ou est-ce qu'on le met en pause? Cocher cette case permet de forcer à mettre le jeu constamment à jour. Log level, c'est les niveaux d'informations que vous voulez qu'ils soient affichés. Alors attention avec ce paramètre, choisissez en fonction de ce que vous voulez. Si c'est un faux, c'est très bien. Il faut faire attention parce que vous pouvez cocher certaines informations, par exemple le debug, et puis ça affiche vos debug logs, et malheureusement des fois vous avez des informations dans les debug logs. Donc faites attention. D'autres exemples, c'est par exemple dans certaines erreurs ou fatales, vous pouvez avoir des informations sensibles du serveur. Par exemple, vous avez peut-être déjà fait des sites web en PHP ou été sur des sites web en PHP et des fois ça bug. Et parfois, quand les messages d'erreur sont affichés, ça dit bon alors la requête envoyée à la base de données Intel située ici avec comme identifiant ceci, avec comme mot de passe cela, avec ce port là n'a pas abouti. Et au final, vous montrez à tout le monde l'accès à la base de données qui permet de faire absolument n'importe quoi. Donc faites attention. Offline et online scène. Alors ça c'est un truc assez intéressant. En fait, lorsque vous lancez un jeu en réseau, n'importe lequel, en général, je vais prendre l'exemple de Agar.io, qui est un jeu qui a l'air d'avoir un petit peu de code en ce moment. Lorsque vous arrivez sur la page, vous avez donc page web, c'est agar.io, vous pouvez aller sur Google. Vous arrivez à une page et la page, c'est une page offline, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réseau qui entre en compte. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez le mettre dans offline scène. Et puis lorsque vous cliquez sur jouer, vous atterrissez dans une scène de jeu et dans ce cas-là, il y a du réseau et vous voyez les ennemis et vous-même en train de se déplacer et d'évoluer. Dans ce cas-là, on met cette scène dans online scène. Ce qui fait que lorsque l'on est en offline, on sera directement sur cette scène-là, et dès qu'on sera connecté, on arrivera directement sur cette scène-là. C'est un outil clé en main. Network info, alors c'est là où je ne peux pas vous donner beaucoup d'informations, mais les deux qui nous intéressent, c'est network address et network port.
Alors, network address, c'est l'adresse sur laquelle on va se connecter, les clients vont se connecter pour aller au serveur. Alors nous, on fait des tests en local, donc c'est localhost, mais sinon normalement c'est une adresse IP qui a cette forme-là. Donc là, en l'occurrence, cette adresse IP, c'est nous-mêmes. C'est une IP assez spéciale qui nous pointe vers nous-mêmes. Donc ça, c'est pour le network address. Alors bien entendu, si vous déposez votre projet sur un serveur, ben ici vous mettez l'adresse du serveur. Et le port, c'est encore autre chose par rapport à l'adresse IP. Vous pouvez avoir par exemple un serveur dédié, donc un serveur qui est dans un data center et qui a plusieurs fonctionnalités. Admettons, un serveur de jeu et un serveur web. Eh bien, en fonction du port que vous allez rentrer, vous allez être redirigé vers l'un ou l'autre. Si vous tapez l'adresse IP avec le navigateur, vous serez redirigé directement vers le port 80. Et le serveur va dire, ok, tu viens par rapport au port 80, donc tu veux ça, je t'aiguille ici. Si vous tapez dans le cas présent 7777, alors vous pouvez mettre n'importe quoi, alors on évite le port 80, eh bien, si la personne tape notre adresse IP avec le port 7777, il sera redirigé vers notre jeu. Donc voilà, 7777, c'est un port qui n'est pas utilisé par défaut par d'autres programmes, donc on le laisse, c'est très bien. Tout le reste, je ne peux pas vous donner énormément d'informations. Pareil pour Use Network Simulation. J'ai pas compris le principal intérêt de ça, mais pourquoi pas. Et Advanced Configuration, je n'ai tout simplement pas compris son utilité. On va quand même aller dans Spawn Info, qui a quand même des informations assez intéressantes. Le player préfab, effectivement, je reprends l'exemple de Agar.io. Ce concept de ce jeu, c'est que vous êtes une boule et vous devez grossir. C'est l'unique but de ce jeu. Lorsque vous êtes donc en offline, vous êtes dans cette scène-là, mais dès que vous vous connectez, vous arrivez dans cette scène-là. Mais vous avez aussi une boule qui doit vous caractériser, qui doit vous représenter. Eh bien, c'est un préfab que l'on va enregistrer ici. Et ainsi, ça va directement le créer. Alors nous, on n'a pas de préfab, donc on va décocher AutoCreatePlayer, qui va empêcher donc de créer un préfab automatiquement, parce que ça lèverait une erreur, dans le cas présent, vu qu'on n'a pas de préfab. Player Spawn Method, deux façons de faire, random ou round robin. Alors, lorsque vous avez sûrement joué à des jeux en ligne, je prends l'exemple encore une fois d'un jeu vidéo, celui de Call of Duty cette fois. Vous avez peut-être sûrement déjà joué à ce jeu, peut-être en multijoueur, et qu'est-ce qui se passe lorsque vous arrivez sur la carte? Vous atterrissez à un endroit. Vous tuez des gens, vous vous faites tuer, et vous apparaissez à un autre endroit. Vous apparaissez à des points de spawn. Et bien ces points de spawn, on va tout simplement les mettre ici. Et vous avez deux méthodes, soit on vous fait apparaître de manière totalement aléatoire, soit en round robin, c'est-à-dire qu'on va aller dans un endroit, puis dans un autre, puis dans un autre, etc. en fonction des connexions clients. Alors maintenant, on va lancer notre programme pour voir ce qu'il fait. Il fait rien du tout. Effectivement, on a un Network Manager qui nous permet donc de simplifier la création d'un serveur et compagnie, sauf qu'on n'a rien pour le gérer. Donc, on va dans Add Component et on va lui ajouter un Network Manager HUD pour interface. Voilà plusieurs informations. Très basiques. Show Runtime GUI. Est-ce qu'on montre l'interface ou non? GUI horizontal offset, vertical offset. Pour ceux qui ont fait du web, ils savent ce que c'est que l'offset. C'est tout simplement le décalage. Donc on lance et on a effectivement notre interface. Si je déplace l'offset, on voit que notre interface bouge de manière horizontale ou verticale. On a aussi un paramètre, l'afficher ou non. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de créer un serveur et puis de voir ce qui se passe. On voit déjà qu'on a 4 boutons. Alors on ne s'intéressera pas trop au dernier, mais on va surtout regarder ces trois-là. LAN host, c'est de créer un serveur, mais pas que. Vous avez peut-être déjà joué, je prends beaucoup d'exemples dans cette vidéo,
peut-être déjà joué entre amis, soit via Amashi, je crois, c'est ça, pour du réseau en local mais à distance, ou faire tout simplement des LAN entre potes dans le garage, même si ça se fait plus trop, pour jouer à des vieux jeux. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a une personne qui joue le serveur, mais qui joue aussi sur sa machine. Et donc c'est à la fois le serveur, mais c'est aussi le client, puisqu'il lui-même se connecte et joue en tant que client. Et c'est ça ce que fait Host. LAN client, ben là c'est tout simplement pour se connecter en tant que client à un serveur. Et serveur only, c'est si on souhaite créer le serveur, si vous êtes sur un serveur dédié, vous créez le serveur mais vous faites rien d'autre. Dans ce cas-là, vous faites simplement serveur only. Si je lance un host et que je me connecte dessus en tant que client, donc on voit très bien que le serveur est créé. On dit que le serveur c'est le port, c'est un tel, et que le client il doit taper cette adresse-là. Petite information, on n'a pas changé de scène. Je vais mettre un asset témoin, un petit cube, voilà. On a un joli petit cube. Que je me connecte, que je me déconnecte, je ne change pas de scène. Effectivement, dans notre manager, nous n'avons pas mis d'offline et d'online scène. Alors on va essayer de voir un petit peu ce changement de scène. Donc on va déjà sauvegarder cette scène. Save scène. Ah, effectivement. Nom du fichier scène 1. Puis on va créer une nouvelle scène. File. New scène. Et on va également la sauvegarder. Et on va taper scène 2. Et on va mettre encore un petit témoin. Et dans ce cas-là, on va mettre un PineSphere. On va mettre un cube. On va le grossir un petit peu. Même si ça n'a aucun intérêt à proprement parler. On va mettre un petit cylindre. Et voilà, j'ai mon magnifique petit arbre. Oui, c'est un arbre. On va retourner dans la scène 1, il va nous demander si on veut sauvegarder la scène 2, bien entendu. Et on va aller dans notre manager et on va vouloir glisser notre scène. Et là, il ne veut pas. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Tout simplement parce qu'on a oublié de faire quelque chose, c'est d'aller dans les build settings et d'enregistrer les scènes dans le build setting. Ça doit devenir un automatisme dans le sens où vous avez également besoin de faire ça si vous voulez faire des changements de scène via le script. Eh bien, c'est au travers du build setting. Donc, faites bien attention à enregistrer les scènes. On va dans le manager, on met la scène 1 qui est la scène offline dans offline scène 2 dans l'autre slow. On teste. Je lance le jeu. Et je veux me connecter, créer un serveur et me connecter en tant que client. Je me connecte, ça change de scène automatiquement. Je quitte le serveur et donc je veux retourner à mon offline scène. Je stoppe la connexion et ça marche. Alors, vous avez peut-être des fois ce problème dans l'éditeur, donc c'est un problème de lightmap. Je ne vous explique pas comment on va le corriger dans cette vidéo puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je vous explique juste, c'est un problème de lightmap. Si vous avez vraiment un problème avec ça, n'hésitez pas à aller sur Google. Alors maintenant c'est bien, mais on ne fait ça que sur un client. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un peu essayer de faire plusieurs connexions. Eh bien, on va le faire avec une deuxième instance. Donc on va faire build and run, c'est-à-dire construire le programme et le lancer. On va créer un point .exe, on va dire mon projet en réseau. Et le projet va se construire. Alors si c'est un projet qui est petit, ça va aller relativement vite, on a encore pour quelques secondes, voilà. Si on a un projet plus complexe, là par contre ça peut poser problème puisque ça peut mettre du temps. On se met en fenêtré pour voir un petit peu les deux instances et on fait play. On a donc la même interface ici que ici si l'on clique sur Play. Alors dans Unity, je vais créer un
serveur est mis connecté en tant que client. Me voilà. On remarque dans le Network Manager HUD qu'on a quelques champs qui sont apparus. On a le Runtime Control qui permet de contrôler le serveur et donner quelques informations. On a également le serveur et les clients info avec un client, pardon, excusez-moi, je suis malade, et des informations sur le serveur. Je vais maintenant m'y connecter en tant que client et je vais arriver à cette même adresse. Alors comme vous pouvez le voir, on n'a pas le même affichage, c'est parce qu'il n'y a pas ce problème de lightmap lorsque l'on publie le projet. Alors on remarque qu'il n'y a pas qu'il y a une deuxième information sur les connexions. On avait notre première connexion qui était la nôtre et une en remote, c'est-à-dire externe, qui est ici. Et on a bien notre projet FFF, puisque c'est ce nom que j'ai choisi au projet. Si j'arrête la connexion chez le client et chez le serveur, je ne pourrai pas me reconnecter au serveur. Ça me dira non. Mais ça marche dans les deux sens. Je peux aussi créer un serveur dans ce sens-là. Dans ce cas-là, on va mettre on va autoriser Windows pour les connexions. Autoriser. Et on peut se connecter ici en tant que client. Alors maintenant tout ça c'est bien, mais on aimerait aussi voir un autre paramètre, à savoir le player prefab et un deuxième paramètre qui est le player made spawn. Le player prefab, on va créer donc un prefab. Donc pour cela on va créer un cube. Pour le différencier des autres cubes, on va changer son matériau. Donc create material. Voilà, et est-ce que je peux le modifier directement? Oui, on va le mettre en rouge. Un beau rouge pétant que l'on va attacher à notre préfab de cube. Hop. Voilà. Donc ainsi, on le voit bien. On va supprimer ce cube, on n'en a plus l'intérêt, et on va vouloir le mettre dans notre player préfab, puisque c'est notre player. Et c'est un préfab. On veut glisser ici et un message nous apparaît. Player prefab must have a network identifier. Tous les objets en réseau doivent avoir cette ID. C'est en fait son identité, c'est-à-dire son nom pour le serveur. Ainsi, notre cube, si son identité c'est Michel, lorsque le serveur va recevoir un message de Michel, il va dire ok, ça vient de Michel. Et s'il doit envoyer un paquet à Michel, il va dire ok, je dois dire ça à Michel. Ça peut paraître trivial, mais c'est important pour le serveur et il n'a pas besoin de renvoyer des informations sur absolument tous les objets. Par exemple, notre cube ici ne bouge pas et il est en offline scene. Ça sert à rien de lui mettre un ID réseau, dans le sens où il est pareil chez tout le monde, il bouge pas, il n'est pas géré par le serveur. Donc maintenant, on peut mettre notre... on va quand même l'ajouter, network identify, et on va pouvoir l'ajouter. On coche bien entendu auto create player pour qu'il crée le player automatiquement, sinon il faudrait le créer après. On crée un serveur et on se connecte dessus, et aux joies, on voit notre cube qui est ici. Petit problème, il atterrit en plein milieu de notre magnifique arbre que nous avons mis des heures à modéliser. C'est un problème, mais on va le gérer en changeant tout simplement les points de spawn. Ici, il le charge, on le voit bien, en 000, qui est le centre absolu de l'univers, du monde, de la scène de jeu actuelle. Donc, on va créer des points de spawn, on va les créer bien entendu dans la scène 2, et on va créer donc des points de spawn. Les points de spawn ne sont représentés par rien, donc on va créer des objets vides, on va les appeler spawn, et on va les dupliquer. Donc on va avoir spawn 1, spawn 2,
spawn 4 et spawn 3. On va les placer, donc, alors ils sont directement sur la carte, pardon, on va directement les placer, donc un ici, donc un à droite, un à gauche, un en haut et un en bas. Ainsi on verra bien la différence. Tous les spawns doivent avoir un network identify, puisque c'est un objet en réseau. Network identify, network identify, et enfin network identify. Mais pas que. Effectivement, c'est un point de spawn. Et dans ce cas-là, il faut aussi lui ajouter un nouvel élément, le network start position. Pour position de départ, donc le point de spawn. Hop. Start position, et enfin start position. Maintenant c'est bien, on va en dégager les préfats pour pouvoir l'enregistrer dans l'autre scène, et on va aller dans l'autre scène. On sauvegarde bien entendu celle-ci, on va aller dans notre manager, on va créer 4 slots, et on va rentrer nos points de spawn. Alors l'ordre n'a pas du tout d'importance, hein, puisqu'ici en plus on est en random. Alors attention, l'autre ne veut pas dire que l'on va forcément sélectionner le premier, hein. Cela veut dire qu'on va tourner au niveau des points de spawn. Alors qu'avec le random, vous pouvez apparaître à un endroit, puis mourir et réapparaître à ce même endroit. Et le client peut également apparaître sur vous-même, un deuxième client. Donc ça peut poser problème. Donc on essaye, on crée un serveur et on se connecte dessus, et on est apparu à un endroit. Si je refais l'opération, alors à chaque fois il me fait le coup là, voilà. On apparaît à un autre endroit. Comme je vous l'ai dit, c'est totalement aléatoire. On va créer un autre, une autre instance. Et on va donc faire les mêmes paramètres appliqués précédemment. Ici, je vais créer un serveur et me connecter dessus. Et ici, je vais me connecter en tant que client. Et vous voyez bien qu'il y a les deux joueurs. Moi en tant que serveur client et la personne en tant que client tout seul. Je ferme la connexion, ça se remet en temps réel partout. Donc voilà un petit peu pour cette première introduction. Alors on fait beaucoup d'introductions, mais le réseau c'est vraiment quelque chose de complexe, de compliqué, et c'est pour ça en fait qu'on nous donne des outils pour nous simplifier la tâche de plus en plus, parce que ça en déroute plus d'un, même si beaucoup ont envie d'en faire. Donc là on a vu à peu près comment utiliser le Network Manager de façon au niveau de l'interface de Unity. On va s'arrêter là pour cette vidéo, mais on se retrouve dans la vidéo suivante, dans laquelle on va gérer un petit peu ce Network Manager, mais avec les scripts. Ça va nous offrir un petit peu plus de liberté, par exemple si on veut changer l'adresse en fonction de certains paramètres, ou si on veut déclencher des événements via le script au moment où un client est connecté, ou si le serveur est créé, etc., etc. On va gérer ça via les scripts. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous n'avez pas pu tout suivre, faites une pause, parce que voilà, c'est un peu du réseau, et relancez la vidéo dans 20-30 minutes pour que tout soit cadré, puisqu'on aura besoin des informations que l'on a assimilées dans cette vidéo pour la prochaine vidéo. C'est tout pour cette vidéo, je me répète beaucoup, et à la prochaine. Salut!